Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à l'histoire du sionisme, le mal absolu qui ravage la Palestine depuis plus de 75 ans. Il s'agit d'évoquer le sionisme en tant qu'idéologie expansionniste, raciste et négatrice. Le sionisme dont la caractéristique fondamentale est de s'inscrire dans une logique coloniale de conquête et de peuplement, donc de violence absolue, de négation de l'autre et de son extermination pour asseoir sa domination. Pour revenir sur l'histoire du sionisme, j'ai le plaisir de recevoir un diplomate chevronné, j'ai nommé M. Nourdine Djoudi. M. Nourdine Djoudi, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bonsoir à vous. Quand on parle du sionisme, cette idéologie qui a survécu à tous les bouleversements depuis plus d'un siècle et demi qui ont marqué le monde, pourquoi ? Je crois qu'il faut resituer les choses dans leur contexte historique parce que dernièrement, nous sommes assaillis de différentes proclamations au travers des médias européens, etc., qui ont tendance à soutenir l'État sioniste, enfin l'entité sioniste, oui, et surtout le criminel Netanyahou. Oui. Et pour cela, il y a une série de fake news qui fait qu'il y a un amalgame entre antisionisme et antisémitisme, entre judaïsme et enfin tout un mélange absolu. Et qu'il faut resituer les choses dans leur contexte et prouver que indiscutablement, comme l'a affirmé un très grand personnage, M. Noam Chomsky, oui, qui avait déclaré que le sionisme n'est pas la création des Juifs, c'est la création du colonialisme et de l'impérialisme. Et là, on peut, je crois, le prouver. Oui. Les proclamations sont ce qu'elles sont, oui, mais on ne peut pas nier les faits historiques. Oui. Et si vous le permettez, vous savez... Justement, vous parlez de faits historiques, ça a commencé donc avec un fait en Grande-Bretagne, oui, où les Britanniques avaient donc pensé à soutenir donc, oui, le sionisme au début du XXe siècle. À cause de l'âge, oui, quelquefois ma mémoire est défaillante et mes petites cellules grises se mettent en grève. Oui. C'est pour cela que j'ai marqué quelques notes pour me repérer sur le plan historique. Mais le sionisme est né bien avant la proclamation de Balfour. Oui. Bien avant. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait une petite communauté sioniste en Grande-Bretagne et il y avait en 1905, oui, on avait choisi comme Premier ministre un certain Mr. Henry Campbell Bannerman, oui, qui était Premier ministre. Et en 1906, donc bien avant Balfour, il avait fait une déclaration qui était très claire. Oui. Il disait ceci, vous me permettez de le lire in extenso, je cite, « Les peuples arabo-musulmans qui contrôlent de vastes territoires riches en ressources connues ou cachées, au carrefour des routes du commerce mondial, constituent une menace pour l'Europe et un obstacle à son expansion. Si par chance, cette nation arabe devait être unifiée en un État, elle aurait le destin du monde entre les mains. Un corps étranger devrait donc être implanté au cœur de cette nation afin de l'empêcher de s'unir de telle sorte qu'elle soit amenée à épuiser ses forces dans des guerres sans fin. » Ces déclarations, ouais, dénotent enfin au moins deux choses. C'est que la Palestine était d'abord une terre arabe, ouais, et d'un. Ouais. Deuxièmement, que la création de l'entité sioniste est une création de l'impérialisme britannique auquel s'est ajouté par la suite l'impérialisme français. Pourquoi ? Parce que le fait que Sir Henry Campbell ait décidé de créer un État tampon pour lequel pour déstabiliser la région, en fin de compte. Oui, déstabiliser, il faut une forte présence étrangère, ouais, qui serait hostile aux États arabes et amie de l'Europe et de ses intérêts. Ouais. Et par la suite, il y a eu tout un enchaînement de faits
pour faciliter la création de ces États. Et je cite, si vous voulez, sur le plan historique déjà, à la suite de cette déclaration de Henry Campbell, en 1916, la France et la Grande-Bretagne qui ne voulaient pas s'affronter sur le problème des intérêts. Ils ont décidé d'agir en coordination et se partager les richesses du monde arabe. C'est ainsi qu'un militaire britannique du nom de Sykes et un diplomate français qui était ambassadeur à Londres, Picot, ont convenu d'un accord secret par lequel ils se partageaient les terres arabes du Moyen-Orient. Donc toute la partie nord, le croissant fertile, qui inclut donc la Syrie et le Liban, sous influence française et la partie sud sous l'influence britannique, l'Irak, la future Jordanie, etc., etc. Mais la Palestine, compte tenu de données religieuses, avait été préservée et elle n'était plus sous contrôle direct. Elle était sous mandat britannique. En prévision d'une solution politique ultérieure. Et là, le sionisme a su comment s'intégrer dans ce mouvement pour faire valoir ses droits sur la Palestine. Ses droits entre guillemets, bien sûr. Parce que, comme je le disais au début, le sionisme a commencé très tôt. En fait, c'est en 1890 que Nathan Baum a créé le sionisme. Et comme au niveau britannique, la famille Rothschild, Edmond de Rothschild, était le grand financier, donc qui tenait l'économie britannique en main, et ce bonhomme-là avait donc été le financier de cet embryon de sionisme en Angleterre. Et après la déclaration de M. Henry Campbell, on a vu toute une application de cette idée. Déjà en 1916, il y a eu donc l'accord Sykes-Picot, qui était tout simplement un acte colonial. Il fallait briser le nationalisme arabe et lui substituer des colonies sous l'autorité anglaise, franco-anglaise et française. Comme d'ailleurs, ils ont dépecé l'Afrique à la réunion de Berlin entre les Français, les Anglais, les Espagnols, les Portugais, les Allemands. Bon. Et à la suite de cela, nous avons eu un an après, en 1917, il y a eu la fameuse déclaration Balfour. La déclaration Balfour, en réalité, ne visait pas la création d'un État sioniste, pas du tout. Elle avait un autre objectif. Son objectif, c'était le suivant. Balfour était très inquiet parce que pendant cette guerre, Première Guerre mondiale, en 1917, il était convaincu que la Grande-Bretagne allait être écrasée par les forces allemandes. C'était une vérité, il n'avait pas de moyens. Donc, comment faire si on ne peut pas obtenir une force de l'étranger? Donc, il fallait trouver un moyen pour sensibiliser les Américains et les amener à participer. Parce que le président Wilson, lui, ne voulait pas intervenir. Pour lui, c'était une guerre européenne. Et l'Amérique n'avait pas d'intérêt à s'en mêler. Alors, ce qui fait que Balfour a d'abord, avant une déclaration, c'était une lettre qui était adressée à Rothschild. Et pour sensibiliser Rothschild, pour le faire agir, il a parlé de foyer pour les Juifs. De telle sorte que Rothschild est intervenu auprès des lobbies sionistes à Washington qui ont fait pression sur le président Wilson qui finalement a fait entrer les États-Unis en guerre aux côtés de la Grande-Bretagne. Donc il y a eu tout ce Donc ce fameux foyer national des Juifs n'était pas d'ailleurs envisagé en Palestine. Il n'a jamais cité la Palestine. D'ailleurs, il y avait plusieurs propositions. La première proposition, c'était d'installer le foyer juif en Ouganda, qui était colonisé par la Grande-Bretagne. Et c'est assez curieux parce que lorsqu'on voit actuellement que le Parlement britannique a décidé d'expulser les immigrés vers le Rwanda, donc il y a une continuité dans l'approche. Ensuite, il y a une deuxième proposition, c'est de l'installer en Argentine. Et ensuite, troisième proposition, de l'installer au Brésil. Aucune de ces propositions n'a pensé à punir l'Allemagne en installant en Allemagne. Et l'agence juive, elle, s'est opposée à toutes ces propositions. Donc, à ce moment-là, l'agence juive, ce qu'elle a fait, c'est tout simplement
profité de ces différentes déclarations. Et je voudrais ajouter pour la déclaration Balfour que vous savez qu'aucun des premiers ministres israéliens n'avait le droit d'aller en Grande-Bretagne parce qu'ils étaient sous le coup d'une décision de justice, de la justice britannique, qui les avait condamnés pour terrorisme. Et il y a un cas flagrant, c'est celui je parle aussi bien de Begin, de Golda Meir, etc., mais surtout le Premier ministre Menachem Begin. Menachem Begin, ce qu'on a voulu effacer de l'histoire, c'est que Menachem Begin était dans le ghetto de Varsovie. Les Allemands avaient institué un système par lequel ils choisissaient un juif qu'ils nommaient capot. Il était chargé d'établir quotidiennement la liste des gens que les Allemands devaient envoyer en camp de concentration. Monsieur Menachem Begin, avant d'être Premier ministre d'Israël, a été un capot. Et par la suite, pour se racheter, il est revenu après la Deuxième Guerre mondiale, il est allé en Palestine, où il a créé ce groupe terroriste. Je ne sais plus si c'est la Haganah ou l'Irgun, mais de toutes les manières, les deux moments ont lancé des bombes qui ont tué non seulement des officiers britanniques, mais leurs familles. Et à ce titre, ils étaient condamnés comme terroristes. Et lorsque le seul Premier ministre qui a pu aller en Grande-Bretagne, Netanyahu en l'occurrence, a été l'hôte d'un dîner offert par le Premier ministre britannique, auquel assistait également Rothschild, bien sûr, et le petit-fils de Balfour. Et Balfour, à ce moment-là, a dit au Premier ministre britannique, à Netanyahu et à Rothschild, n'oubliez pas que mon grand-père, dans sa déclaration, a dit un foyer juif, mais à condition de respecter les droits des autres ethnies et religions présentes dans le territoire, sans citer la Palestine ou un autre pays. Donc c'était restrictif. Tandis que le premier État sioniste, la première constitution sioniste, dit clairement un État juif, c'est-à-dire un État raciste. Alors, avant d'arriver donc à la constitution de la colonie de peuplement en Palestine, donc après 1947, j'aimerais revenir à la formation des groupes terroristes, parce que le sionisme, avant d'occuper la Palestine, avait lancé un certain nombre de mouvements terroristes comme la Haganah, l'Irgun, etc., au lendemain de la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas? Les années 20, les années 30. Oui, bien avant pendant plutôt la première. Pendant la Première Guerre mondiale, les sionistes ont été très habiles. Ils ont profité de ce que l'Europe était redessinée, ce qu'on appelle l'Europe des nationalités. Donc les nationalités nouvelles, créées, devaient être reposées sur l'ethnie, sur la langue et sur la religion. Donc ils ont saisi cette occasion pour dire que nous, Juifs, nous répondons à ces trois critères, aussi bien de langue, religion, et nous avons droit à un État. Ils ont joué sur le complexe des Européens, puisque pendant des siècles, les Juifs étaient martyrisés par les Européens. 74 décisions d'expulsion massive de Juifs d'Europe pour se réfugier où? Ils se sont réfugiés dans les empires musulmans. Et à ce titre, je voudrais rappeler tout simplement, alors qu'on accuse les musulmans d'être anti-juifs, etc., la notion est très importante. Lors des 8 siècles de domination musulmane en Andalousie, il y avait quelqu'un qui était la référence suprême dans l'exégèse du sionisme. C'était quelqu'un qui s'appelait Maïmonide. Maïmonide était médecin et rabbin. Et on l'appelait en arabe, on l'appelait Ibn Maïmoun. Maïmonide était à la droite du calife, la place d'honneur. Et il était ce qu'on peut appeler maintenant en termes modernes, une espèce de premier ministre. Donc, ce qui prouve que les Arabes, eux, ne faisaient pas de différenciation, puisque un juif, et qui était l'icône du judaïsme, se trouvait être respecté. Et à telle enseigne que des années après, lorsque les Juifs ont été expulsés par la Reconquista, etc., lorsque Salah ad-Din Ayyoubi
a conquis le Quds. La première chose qu'il a faite, c'est de nommer comme médecin, son médecin personnel, le petit-fils de Maïmonide. Donc c'est dire que s'il y a eu racisme à l'égard des Juifs, s'il y a eu exaction, ça a été le fait d'Européens et non pas de musulmans, non pas d'Arabes. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que les leaders sionistes sont tous des descendants d'Européens convertis au judaïsme. C'est une tribu du Caucase qui s'appelle Khazar, qui se sont convertis au judaïsme. Et ce sont leurs descendants qui sont devenus juifs, oui. et donc qui se sont répandus un peu partout en Europe. Ouais. Et à ce titre-là, il faut le dire, en France, par exemple, il y a une loi qui interdit de dire qu'il y a eu un quelconque contact entre le sionisme et nazi. Et là, c'est faux. Oui. Parce que il y a eu, avant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, pardon, oui. Il y a eu une première démarche des sionistes. Oui. Et je cite, par exemple, le cas de celui qui a été le premier à faire des accords avec, oui. Avec l'Allemagne nazie en 1933. Oui. Le 7 avril 1933, un certain Chaim Arsolorov, qui était le chef du département politique de l'agence juive, oui. Il a donc fait un plan pour les nazis et qui a été appuyé par Ben Gurion en tant que syndicaliste. Ouais. Il n'y avait qu'une petite portion extrémiste de droite dans la communauté juive qui était opposée à toute relation avec le nazisme. Et là, une délégation a été envoyée le 19 mai. Une délégation 19 mai 1933. Secrètement en Allemagne pour négocier un accord. Et il faut rappeler aussi que cette idée de Arsolorov d'avoir un accord avec les nazis a été telle que le 18 mai, quelques mois seulement après, il a été assassiné à Tel Aviv. Ouais. Et bien sûr, on n'a jamais dit qui l'avait assassiné. Ouais. C'est devenu un secret d'État. Et ce bonhomme-là a donc créé le point de départ, et il y a eu une mission qui s'est rendue le 7 août 1933, une délégation sioniste, et qui a signé avec un ministre nazi, Werner Otto von Hanting. Werner Otto von Hanting était un diplomate allemand qui avait déjà des contacts suivis avec le futur premier président anti-sioniste Weizmann. Ouais. Il était très proche des sionistes. Et c'est lui qui a influencé, qui a une influence sur le régime nazi pour un accord entre l'agence juive et le régime nazi, qu'on appelle, c'est un peu difficile à prononcer, qu'on appelle l'accord Ha'avara. L'accord Ha'avara dit ceci, que le régime nazi soutient le sionisme à la condition que les Juifs obtiennent un visa leur permettant de sortir avec leurs biens, aller s'expatrier à l'étranger. Et von Hanting disait que sur le plan diplomatique, si l'on pouvait mettre la communauté juive dans un autre État, isolé, on pourrait mieux les contrôler et à ce moment-là avoir une liberté sur le plan diplomatique, une liberté de l'Allemagne, sur le plan des affaires étrangères. Donc il y a eu cet accord dont a bénéficié plus tard. Netanyahu n'est que le petit-fils du grand rabbin de Lituanie, qui a bénéficié de cet accord pour prendre tous ses biens et aller coloniser la Palestine. Donc vous voyez qu'à l'origine déjà, il y a eu cette manière dont le sionisme a su profiter à la fois du mouvement des nationalités et surtout jouer sur le complexe de culpabilité des Européens en disant vous nous avez martyrisés, eh bien nous allons nous replier ailleurs. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer le professeur Noam Chomsky, oui. Que j'ai évité au début parce que j'ai de le suivre. Mais Noam Chomsky m'a expliqué des choses en me disant que dès l'âge de 11 ans, son père
l'emmenait tous les vendredis à la synagogue pour s'imprégner de la foi juive. Donc il était profondément juif, mais le message de Moïse, c'était ça qui le touchait. Je dis vendredi, ça peut étonner les gens. Ouais. On oublie tout simplement que le week-end juif, c'est le vendredi et le samedi, c'est pas seulement le samedi. Ouais. Donc, le professeur Chomsky me dit, donc pour nous qui suivons le message de Moïse, l'État israélien est une aberration. C'est contre le judaïsme d'origine. Et qu'il le condamne pour deux raisons. Pour des conditions religieuses, parce que Moïse a dit qu'il fallait s'éparpiller à travers la terre, il ne fallait pas s'enfermer dans les frontières. Il fallait diffuser le message d'un Dieu unique. Et sur le plan moral et philosophique, il disait qu'il était honteux que le sionisme prenne comme fonds de commerce le martyre des Juifs pour en faire un fonds de commerce et appliquer les méthodes nazies aux Palestiniens. Et là, je suis obligé d'ouvrir une petite parenthèse que beaucoup de gens ignorent. Le Netanyahou, qui actuellement est en train de mener le génocide du peuple palestinien à Gaza, ce n'est qu'en application de sa propre nature. Netanyahou, petit-fils du rabbin de Lituanie, ce monsieur avait une sympathie profonde pour Hitler, à telle enseigne qu'au 37e congrès de l'agence sioniste, l'organisation sioniste mondiale, c'était en octobre 2015, donc c'est récent, pratiquement de nos jours. En tant que Premier ministre, il a fait une déclaration qui a choqué les congressistes. Il leur a dit, et je le cite, « Hitler n'a jamais voulu exterminer les Juifs. Il voulait simplement les expulser. » Ça a causé un choc tellement terrible, où il a été hué, que finalement, il a essayé de trouver une excuse boiteuse en disant non, c'est-à-dire que c'est l'imam al-Husseini de Jérusalem qui a pesé sur la décision d'Hitler. Hitler, sous la coupe de Husseini, c'est de ridicule. Ouais. Et donc, après avoir pratiquement blanchi Hitler sur les massacres des Juifs, non seulement ça, mais il applique strictement les méthodes nazies actuellement à Gaza. Pas seulement en termes de guerre, mais en termes de famine, en termes de privation de nourriture, etc. etc. Alors, cette politique génocidaire, elle a donc une explication dont l'idéologie sioniste elle-même, n'est-ce pas? Oui, et j'ajouterais sur le plan idéologique, les gens ne s'arrêtent pas au fait qu'il n'y a pratiquement pas de ligne de démarcation entre le nazisme et le sionisme. Pourquoi? Parce que deux tendances racistes. Le nazisme a établi la suprématie de la race aryenne. Et en faisant marier des Allemands qui avaient les cheveux blonds et les yeux bleus. Et Hitler a oublié que les Iraniens sont des Aryens. Par contre, le sionisme, eux, se sont définis comme un peuple élu, c'est-à-dire au-dessus de tous les autres peuples du monde. Et la première chose que Ben Gurion a fait après la proclamation de l'État sioniste, ça a été d'inscrire dans la constitution israélienne que Israël est un État juif. Ça n'existe dans aucun État au monde. Les références, on peut dire que la religion d'État est, mais on ne dit pas un État juif ou un État chrétien ou un État musulman. Ça n'existe pas. Là, c'est un parallèle entre les deux idéologies. Ils sont également des sens expansionnistes. Expansionnistes, bien sûr, parce que finalement, l'idée que les sionistes ont immédiatement exploité, ça a été le fait que les deux empires coloniaux, français et britanniques, voulaient à tout prix trouver le moyen pour installer au cœur du monde arabe un virus, c'est-à-dire un État qui serait au service des intérêts de l'Europe et au service de l'intérêt de l'Europe et contre les autres États voisins. Et à partir de là, on a donc
avec Hitler, avec sa politique donc, de l'accord de Havana, et les fameuses déclarations britanniques, ils ont commencé à encourager l'envoi de sionistes en Palestine et aller jusqu'à encourager la Haganah et l'Irgun pour commencer à mener une politique de massacre de Palestiniens et d'instaurer un État juif. Ça, ce sont des choses que malheureusement on essaye d'effacer et on oublie quelquefois qu'il y a des faits qu'on ne peut pas nier. Ouais. Par exemple, lorsqu'il parle d'antisémitisme, qui a défini le terme sémitisme? C'est un orientaliste allemand qui, pour la première fois, au XIXe siècle, qui s'appelle Schlosser. Schlosser avait déclaré que le sionisme était basé sur la nature juive. Or, sur le plan purement scientifique, et sur le plan des recherches qui ont été faites par des savants occidentaux, en réalité, 90% des Israéliens ne sont pas d'origine sémite. Ouais. Ce sont des Européens, des Ashkénazes, et qui ont un mépris royal pour les séfarades qui sont originaires des pays arabes ou nord-africains et moyen-orientaux. Et il y a eu une recherche qui a été faite récemment et qui a été publiée dans il y avait une revue britannique dont j'ai oublié le nom et qui avait publié une recherche faite à une école de Boston basée sur la recherche de l'ADN. Oui. Et cette recherche, ils en ont conclu, c'est des Américains, ils en ont conclu que plus de 90% de la population israélienne n'est pas d'origine palestinienne, mais d'origine européenne. Par contre, 92% de la population palestinienne a des origines arabo-canéennes. Donc il y a... Voilà qui détruit le fameux mythe du retour. Exactement, parce que Arabes et Juifs sont les descendants de la même branche qui est celle de Sidna Ibrahim al-Khalil, d'Abraham. Et ça, on a voulu l'effacer pour dire que seuls les Juifs sont des Sémites. Or, les Arabes sont des Sémites aussi. C'est les seuls. Et là, vous voyez comment on a pu, par ignorance de la science, on a pu essayer d'attribuer le terme sémite uniquement aux Juifs et par là même de dire que les Arabes sont des antisémites. C'est-à-dire, c'est un suicide moral des Arabes. Combattre contre eux-mêmes. Sans parler, comme je l'ai dit, que chaque fois que les Juifs ont été protégés... Ce fameux mythe du retour, il n'y a jamais eu un départ, M. Joudi. Non. Il y a eu, comme toutes les migrations à travers le monde, il y a des gens qui se sont déplacés d'un lieu à un autre. Il y a, par exemple, il y a une école allemande qui a voulu laisser entendre que les Juifs avaient quitté la Palestine après l'occupation arabe de Salah ad-Din Ayyoubi. Et il a été prouvé que c'était totalement faux. Que quelques Juifs, que des Juifs en obéissant au message de Moïse, avaient décidé d'émigrer pour répandre justement cette parole de l'unicité de Dieu. Et parmi eux, il y a une partie qui est allée en Europe, donc ceux qui ont finalement converti une tribu d'Europe centrale, et tout cela qui finalement ont constitué ce qu'on appelle les Ashkénazes. Ce sont tous des gens qui sont de racines européennes. Plus tard, leurs descendants ont été des racines européennes. Mais très peu d'entre eux sont d'origine palestinienne. Et dans la déclaration de Sir Henry, ce qui est assez curieux, c'est que Sir Henry dit précisément que ces terres palestines étaient des terres arabes et que c'était le foyer des civilisations et des religions humaines. Donc il y a cette contradiction dans l'argumentation européenne. Vous avez évoqué tout à l'heure Norman Chomsky, pour qui a
donc combattu, qui a dénoncé donc la stratégie expansionniste du sionisme, n'est-ce pas? Donc tout ce qui... Et pas seulement Chomsky. Pas seulement Chomsky. Je vous dis, lorsque je suis allé en tant que secrétaire général adjoint de l'OUA, j'ai été à une conférence des Nations Unies à Stockholm. Ouais. Et c'est là que quelqu'un a essayé de me contacter et je l'ai évité. Finalement, il a réussi à me coincer. Et il m'a dit, vous m'évitez parce que je suis juif? Je ne lui dis pas du tout. Je lui ai dit, écoutez, dans notre peuple, nous avions une communauté juive ancienne, mais que les Français, par le décret Crémieux, ont séparé les juifs algériens des Algériens musulmans. Et ils ont voulu nous séparer. C'était comme ils ont essayé de nous diviser nous-mêmes en tant qu'indigènes, ouais, entre différentes ethnies, selon que l'on soit de l'Est, de l'Ouest, du Centre. Ouais, ouais. Bon, j'ai dit ça, c'était une démarche du colonialisme français, que nous n'avons jamais été anti-juifs. Bien au contraire, les Juifs se sont réfugiés chez nous après la Reconquista. Ouais. Tlemcen, par exemple, ouais, où il y a encore un saint qu'ils viennent vénérer. Et j'ai dit, par contre, si vous êtes sioniste, je n'ai pas le droit de vous parler. En tant que musulman, je ne connais pas la haine. Mais par contre, je déteste les sionistes pour ce qu'ils font actuellement, pour les crimes qu'ils commettent. Il m'a dit, prenez un café avec moi, je vais vous expliquer pourquoi je suis absolument contre l'État d'Israël. Et il m'a expliqué, donc c'est les deux raisons, à la fois religieuses et politiques et morales, pour lesquelles Chomsky rejette totalement et le sionisme et le fait même que les Juifs soient confinés dans des frontières. C'est un homme qui n'a pas cessé depuis, à chaque fois, c'est un homme qui fait des conférences, qui intervient à droite et à gauche, pour dire justement, n'accusez pas les Juifs, les vrais Juifs, les héritiers du judaïsme tel que prôné par Moïse, ne sont pas sionistes, en aucune manière, et que les sionistes sont par contre une branche du colonialisme. Et j'ai eu l'occasion, en tant qu'ambassadeur ou comme représentant de l'OUA, j'ai eu l'occasion de rencontrer des rabbins à New York et des éléments de la communauté juive américaine qui eux-mêmes aussi étaient absolument anti-sionistes, pour ne pas dire anti-israéliens. Et la même chose en Afrique du Sud. Lorsque j'étais ambassadeur en Afrique du Sud, il y a eu une conférence des Nations Unies à Durban, la troisième ville d'Afrique du Sud. Eh bien, les rabbins sud-africains ont manifesté pour dire que si Shimon Peres avait l'audace de venir assister, qu'il le renverrait. Il refusait toute présence d'Israël à la conférence. Donc vous voyez qu'il y a quand même une communauté juive authentique, ceux qui croient, ceux qui sont fidèles à l'esprit du message de Moïse, nous appelons Sidna Moussa. Donc, ceux-là ne peuvent pas admettre le sionisme. Pour eux, le sionisme est un péché contre la religion d'origine et contre l'humanité. Pour revenir donc à la position de l'Algérie qui est connue, donc, en Algérie, quelqu'un que vous avez donc connu, avec qui vous avez longuement travaillé, était dès le départ, c'est-à-dire au lendemain de l'indépendance, a compris le danger du sionisme. Je pense à Houari Boumediene, M. Djouti. Le mouvement national algérien n'a jamais fait de distinction sur le plan ethnique ou religieux entre ses fils. La grandeur de la révolution du 1er novembre 1954, ça a été précisément de ne jamais considérer ceux qui se battaient pour l'indépendance d'Algérie sur une base strictement religieuse. La révolution a accepté tous les fils de l'Algérie. Et à ce titre, nous avons eu des chrétiens qui se sont battus pour notre indépendance, et nous avons eu des juifs qui se sont battus pour l'indépendance. Certains disent par exemple Hadak Yehoudi. Non. Yveton a été guillotiné en criant « Vive l'Algérie indépendante ». Et puis le jeune juif de Ténès, 17 ans, et qui a rejoint les rangs de la LN, 9 mois seulement avant d'être abattu par les paras. Eh bien ce jeune, qu'on appelait d'ailleurs dans la LN, on appelle Hajj.
Hajj Pierre Gnessia. On l'appelait Hajj. Oui. Eh bien, pendant 9 mois, il a été dans l'ALN, il a rejoint l'ALN, et un jour, son unité a été encerclée par les paras, donc le nombre était infernal, le nombre de paras, avec les avions, les chars, etc. Et l'ordre de repli a été donné, l'insihab. Il a refusé de se replier, en disant, moi j'ai la garde des blessés, de mes frères blessés. Et les armes à la main, il a défendu les blessés et il a été abattu par les paras. Ce qui veut dire que l'Algérie n'a jamais eu de haine à l'égard des non-musulmans. Pour revenir donc à la position de Boumedienne qui était en avance par rapport à tous les autres dirigeants arabes concernant sa position vis-à-vis du sionisme. Non, la position de Boumedienne était très claire. Pour Boumedienne, c'était tous ceux qui se battaient pour l'indépendance et la dignité de l'Algérie étaient des citoyens algériens. Un point, c'est tout. Mais il avait une connaissance profonde de ce qui était la vraie nature du sionisme. Qu'il avait déjà. Il avait cette idée-là, puisque comme étudiant d'abord au Caire, à l'Azhar, il avait déjà eu des premiers éléments d'appréciation. Et par la suite, lui-même a fait des recherches. Et finalement, c'est devenu un ennemi irréductible du sionisme. Boumedienne n'a jamais été contre les Juifs. Il y a quelque chose peut-être que les gens ne savent pas. C'est qu'à un moment donné, le gouvernement algérien sous le président Boumedienne, nous avions un ministre des Finances qui lui était chrétien, qui s'appelait Pierre. En réalité, il s'appelait Smaïl Mahroug. Smaïl Mahroug, pour les colons, c'était un salade indigène. Il disait, mais je suis catholique. Non, tu es un arabe. Eh bien, lorsque Smaïl Mahroug est parti à une conférence à Rome au titre de ministre des Finances, une chose qu'on ne sait pas, sauf dans le cercle intime du président Boumedienne, c'est qu'il a commis l'erreur de voir le président avant de partir, donc ses instructions, puis il lui a dit, Monsieur le Président, est-ce que je peux profiter de mon passage à Rome pour aller rendre visite au pape? Boumedienne est entré dans un accès de colère et lui a dit, de quel droit tu t'isoles de ta nationalité? En tant que chrétien, tu peux voir qui tu veux. Tu vas à Rome pour exercer ta responsabilité en tant que ministre des Finances. Maintenant, si en tant que chrétien, tu vas aller voir Rome, tu vas aller voir le pape, c'est tout à fait naturel. Ne viens pas me demander l'autorisation. C'est tout à fait naturel, tant que tu restes algérien. Vous voyez un peu cet esprit de Boumedienne qui mettait au premier chef, d'abord et avant tout, la personnalité de l'Algérien. Quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa couleur, quelle que soit ça. Et il ne faut pas oublier que c'est grâce à Boumedienne, avec la forte influence qu'il avait eue à l'époque avec le roi Faisal, rahimahullah, c'est là qu'on a eu le fameux front du refus qui a uni les Arabes contre Israël. Malheureusement, toutes ces choses-là ont été oubliées par la suite et qu'on retrouve un ancien capot, Menachem Begin, signataire d'un accord de reconnaissance avec un État arabe. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, donc ce crime contre l'humanité, ce génocide qui est pratiqué ouvertement, trouve son explication dans l'essence même du sionisme? Non, le chef de l'État, le président Abdelmajid Tebboune, a été très clair. C'est toujours là l'attitude permanente de l'Algérie et de ses responsables. C'est qu'il y a un génocide caractérisé à Gaza et que le peuple palestinien sera toujours au cœur des Algériens. C'est une position permanente. Et notre insistance sur le fait que c'est un génocide, nous en avons eu l'expérience. Nous savons ce que veut dire un génocide. Nous savons ce que ça a été l'utilisation pour la première fois de l'arme chimique et de l'épuration ethnique dans le sud algérien. Nous savons ce qui s'est passé dans les enfumades. Et puis, lorsqu'on condamne les Juifs qui ont été dans les fours crématoires à Auschwitz
On ne parle pas des Algériens du 8 On mai ne parle pas 45. de Guelma Oui. avec les fours à chaud d'Héliopolis, où des Algériens ont été jetés dans les fours à chaud. Donc, chez nous, en Algérie, il y a ce sentiment très fort de la justice pour tous, et notamment de ceux qui, comme nous, ont souffert d'une colonisation brutale, et dans le cas de la Palestine, d'une colonisation, d'une appropriation raciste. Alors que normalement, nous pensons à une Palestine qui appartienne aux Palestiniens d'origine, et une Palestine qui ne fait pas de différence entre musulmans, juifs et chrétiens. Au départ, avant qu'il n'y ait l'entité sioniste, la Haganah, etc., au départ, les juifs vivaient en harmonie avec les Palestiniens musulmans. Et au sein du mouvement palestinien, le monde chrétien semble être indifférent au drame des Palestiniens chrétiens qui sont attachés au lieu où le Christ a prêché. Comme le dit ici si bien Fayrouz lorsqu'il chantait El-Quds. Comment vous expliquez, monsieur Joudi, le soutien indéfectible des grandes puissances à cette stratégie génocidaire en Palestine aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il ne faut pas oublier le fait que les Ashkénazes sont des cousins par nature, sont des Européens, d'abord. Ensuite, il y a le complexe de culpabilité que les sionistes leur rappellent quotidiennement. Le complexe de culpabilité, vous avez massacré les Juifs, vous avez fait des pogroms, etc., etc. Troisièmement, il y a toujours eu cette espèce de phobie à l'égard des peuples du tiers-monde. Que ce soit la Grande-Bretagne, la France ou les États-Unis, etc., tous se sont distingués par des massacres de populations qui n'étaient pas de souche européenne ou américaine. La liquidation de peuples indiens d'Amérique. Ce qu'ils ont fait en Afrique. En Afrique, oui. En Afrique, si l'on nous parle de la Shoah et on parle de 6 millions, on ne parle pas des dizaines de millions d'Africains qui sont morts, soit sous la... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Le régime colonial, et je citerai par exemple les massacres qu'ont commis les Allemands dans la future Namibie, mais dans l'esclavage, le nombre d'Africains qui sont morts 400 dans millions, le 400 millions. Je pense en un siècle, c'est 400 millions d'Africains. On ne parle jamais d'une espèce de Shoah pour les Africains, tout simplement parce qu'ils ont le malheur d'être noirs, de ne pas être européens. Il y a quelques années, j'avais écrit un article qui est apparu sur le Watan dans lequel je disais que j'avais intitulé « Le syndrome des croisés ». Il reste toujours ce syndrome que, par exemple, on veut absolument effacer ce qui doit à la civilisation arabo-musulmane. Et vous savez, lorsqu'on parle de la civilisation judéo-chrétienne, alors que les chrétiens avaient pendant des siècles martyrisé les juifs parce qu'ils les accusaient de crimes de déicide. Ils ont tué Dieu. Et tout d'un coup, parce qu'ils veulent nier ce que les Arabes et les musulmans ont apporté pendant la période andalouse, où l'islam a provoqué un essor considérable dans la science et dans la philosophie, etc. Et ça, ils veulent le nier. Et on veut créer la civilisation judéo-chrétienne, donc récemment, à la fin du siècle passé, à telle enseigne qu'il y a pas longtemps, en moins d'une année, que Netanyahou lui-même a fait une proclamation publique en disant la civilisation judéo-chrétienne la civilisation judéo-chrétienne est l'ennemi de l'islam. C'est clair. C'est clair. Est en guerre avec l'islam, pardon. Est en guerre avec l'islam. Donc c'est clair que même Netanyahou s'attribue cette soi-disant civilisation judéo-chrétienne pour dire qu'il faut liquider les musulmans. Alors, comment vous voyez le sionisme aujourd'hui? Il commence à y avoir... Je ne sais pas s'il faut, en un certain sens, féliciter Netanyahou, parce que par ses excès, il a fini par provoquer un certain réveil dans l'opinion publique internationale. Il y a des juifs qui avaient peur de parler et qui parlent aujourd'hui. Maintenant, il y a des juifs qui, officiellement, dénoncent Israël. Le rabbin de New York, officiellement, a dénoncé Israël, a dénoncé jusqu'à l'existence de l'État d'Israël. Et des juifs en Iran, par exemple, qui sont des citoyens respectés en Iran, même si c'est un État islamique. Mais ils respectent les citoyens iraniens juifs, en Afrique, etc. Donc il y a un réveil des consciences. Et puis il y a de nouvelles générations qui n'appartiennent pas à les générations coloniales et qui commencent à réfléchir et à ouvrir les yeux sur ce qui se passe, ce que le sionisme est en train de faire. On voit par exemple l'opinion publique américaine. On voit les révoltes maintenant dans les universités qui nous rappellent des révoltes contre la guerre du Vietnam. Il y a cette prise de conscience de la jeunesse américaine. Et pas seulement des Arabo-Américains. Les jeunes Américains en ont assez. Et quand je pense que le président des États-Unis, le président Biden, est un fidèle à Washington de l'église de Saint-Augustin. Il oublie tout simplement que Saint-Augustin appartient au patrimoine algérien.
et que Saint Augustin a été un des piliers de l'Église chrétienne et non pas sioniste. Et que par contre, il appuie totalement ce crime que commet actuellement le Netanyahou. Et il y a une évolution maintenant. Il y a une prise de conscience progressive, mais elle arrive avec le temps. Avec le temps, hier, la déclaration de 3 États, suivie par un 4e. Justement, oui. L'Irlande, la Norvège et l'Espagne, qui ont annoncé officiellement La reconnaissance. la reconnaissance de l'État palestinien le 28 de ce mois. Ouais. La Slovénie, elle aussi, a dit que ça a été soumis au Parlement et qu'ils vont reconnaître l'État palestinien. Donc petit à petit, et puis le responsable des affaires étrangères de l'Union européenne, qui lui aussi a dit qu'il faudrait que l'Union européenne... Donc il y a un déchaînement de colère chez M. Biden, chez Netanyahu, etc. Mais le fait est que maintenant, progressivement, on voit qu'il y a des gens qui, avant, soutenaient le sionisme et qui commencent à se rendre compte de... Je dis par exemple, c'est pour ça que je refuse absolument de condamner indifféremment, par exemple, condamner la France. Je condamne certaines attitudes des dirigeants. Je ne condamne pas le peuple français. Parce que, par exemple, pendant la guerre de libération, il y a beaucoup de Français qui ont pris le risque de nous aider, de s'engager à nos côtés. Et actuellement, il y a des Français qu'on essaye de museler. Parce que maintenant, le lobby sioniste a pris un contrôle quasi total Des médias. Et des moyens économiques, des banques, etc. Donc c'est une puissance maintenant, et qui essaye d'imprimer dans la tête du peuple français que le sionisme, Israël, etc. sont des gens bien. Démocratie, quelle démocratie? Une démocratie qui fait pire qu'Hitler. Alors, heureusement, je vous dis, il y a petit à petit cette prise de conscience, et on voit même que même au niveau de l'Afrique, où certains États ont un peu lâché, ils commencent à revenir à de meilleurs sentiments. Qu'on comprend que la présence d'Israël en Afrique est extrêmement dangereuse pour l'Afrique elle-même. Et je pense que ce n'est qu'une question de temps, qu'on le veuille ou pas. L'Algérie française, qui devait être éternellement française, puis avec le temps, plus de 130 ans de rébellion et de patience, on a fini par avoir gain de cause, on a fini par nous libérer. Et si la Palestine, si le temps, les circonstances ont été favorables à la création d'une entité sioniste, d'autres circonstances amèneront, je ne dirais même pas la disparition de l'État d'Israël, mais je dirais la naissance d'un État palestinien. Où vivront comme avant. Renaissance peut-être, comme si je Renaissance, exactement, Renaissance. Oui. Où vivront la majorité musulmane comme les juifs et comme les chrétiens. Un véritable État démocratique multiracial. Ce que Netanyahou rejette. Même au niveau de la décision de la Cour internationale qui lance un mandat d'arrêt contre ce criminel de guerre, oui. Personne n'a réagi contre le mandat d'arrêt contre le président Poutine. Par contre, maintenant, c'est un déchaînement contre le CPI parce qu'on touche à Netanyahou. On touche à l'essence même du sionisme. Et même dans certains États qui disent oui, nous acceptons la CPI, mais il ne faut pas mettre sur le même pied d'égalité Hamas et Israël. Et puis le fait de condamner un mandat d'arrêt contre Netanyahou, son ministre de la Défense, mais aucun militaire israélien, alors que même les États-Unis, même Biden, a dit qu'il y a des unités de l'armée israélienne qui doivent être sanctionnées pour crimes de guerre. Oui, alors, il y a toujours ce phénomène de 2 poids 2 mesures, mais personnellement, et je pense que c'est l'opinion de tous les Algériens, je pense qu'avec le temps, nous reviendrons à la Palestine telle qu'elle aurait dû être. Et comme enfant, si je me permets de citer un souvenir d'enfance, à l'école, j'avais appris en arabe une
une déclaration d'un grand philosophe arabe qui nous avait appris une chose que l'on répétait. On disait إن يبغي ذو جهل عليك فخليه واترك زمان لانتقام الباغي فلو بغى جبل على جبل لا دك الباغي. C'est-à-dire l'insistance sur le fait que si un ignorant te veut du mal, sois calme et laisse le soin au temps de te venger. Et avec cette parabole, quand bien même une montagne, on voudrait une autre montagne, eh bien c'est celle qu'on veut qui sera détruite. Et C'est la sagesse. Mohamed Dib qui disait autant qui a raison de tout. Donc, voilà, exactement. Ce sera le mot de la fin, monsieur Djoudi. Exactement. Je tiens à vous remercier pour cette lecture, pour cet éclairage sur l'histoire de cette hydre qu'on appelle le sionisme. C'est normal parce que je regrette qu'il y ait beaucoup d'ignorance de la réalité profonde du sionisme en tant que idéologie raciste, négationniste, raciste, oui. Et qui rejette toutes les autres composantes de l'humanité en dehors de la composante juive, mais une composante juive modifiée et non pas les enfants de Sidna Moussa à l'origine, et même le Coran qui parle de Banu Israël, pas les sionistes, mais ceux qui étaient à l'origine les premiers monothéistes. Voilà. Je tiens à vous remercier encore une fois. Je remercie toute l'équipe technique du Studio 7 qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée et à bientôt. Voilà.